Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement à la boutique Bucherer à Paris avec Gonzague. Bonjour Gonzague. Bonjour, bienvenue. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation, mais c'est très cool. Mais tu as une très belle boutique avec un très beau stand qui est super bien. Et aujourd'hui, ma première question c'est que fais-tu chez Bucherer? Alors j'ai rejoint la maison Bucherer. Je suis en charge de cette partie de pièces de seconde main qu'on appelle CPO pour Certified Pre-Owned, où ici on va pouvoir proposer des pièces de seconde main qui sont garanties, certifiées, notamment des maisons qu'on ne représente pas dans le reste du magasin. Je pense par exemple à Omega, à Breitling ou à Cartier. Après je suis aussi en charge des comptes VIP, donc je m'occupe des clients VIP sur l'ensemble des maisons, je dirais. Ok. Comment t'es venu du coup cette passion pour l'horlogerie? Alors j'ai eu une première montre pour mes 18 ans et après c'est vrai que je me suis intéressé à ce qui se faisait sur le marché de l'horlogerie, aux différentes maisons, aux différentes histoires, aux différents modèles iconiques et toute l'histoire de ces pièces-là. Donc je me suis intéressé à ça, je me suis pris aussi d'une passion pour toutes les complications qui pouvaient exister, les différentes marques, des pièces, des maisons niches par exemple. Comme Moser Par exemple, mais c'est vrai que chaque maison a une histoire très particulière et intéressante. Donc voilà, je voulais vraiment découvrir l'ensemble de ce qui pouvait se faire. Et après, la passion a continué. Ouais. Là, c'est vrai qu'on a pu faire une sélection de 4 pièces, donc 2 maisons, Rolex et Omega. On a des pièces différentes, mais qui sont toutes vraiment des pièces iconiques, des pièces qu'on connaît, qui ont une histoire très riche. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'histoires à raconter là-dessus. Et là, on en a des déclinaisons un petit peu différentes, donc c'est l'occasion de pouvoir échanger là-dessus. Là, il y a 2 Speedmaster, donc une Reduce, et il y a une Submariner et une GMT Master. Exactement. On va commencer par la Reduce. Par la Reduce, voilà. Si tu veux bien. C'est vrai que cette pièce, j'ai envie de dire, elle est un peu boudée, mais elle est moins connue que la Moonwatch, mais elle est plus abordable. Elle est moins connue que la Moonwatch, parce que c'est vrai que historiquement, la Speedmaster, la Moonwatch, la première montre sur la Lune, on va rester sur ce modèle. Ce modèle en 42 mm, la classique qu'on connaît, ici en déclinaison évidemment acier, bracelet acier, cadran tritium. Donc ça c'est la classique. Maintenant, c'est vrai que si on parle de la Reduced, c'est celle-ci qui est plus petite, qui est tout aussi iconique parce que c'est la même histoire, ou à peu de choses près. Mais c'est vrai que disons qu'il y aura une attirance qui sera moins prononcée, ou du moins de la part des collectionneurs, parce que la Speedmaster va aussi rimer avec une montre mécanique pour beaucoup de personnes. Ici, on a une déclinaison, un modèle automatique. C'est un mouvement différent, c'est un cadran un peu différent, c'est un boîtier différent. C'est une montre tout aussi iconique, qui plaît beaucoup, qui est effectivement, tu le disais très justement, sur une autre fourchette tarifaire. De prix. Qui est aujourd'hui très bien placée en termes de qualité-prix. Complètement. On a une maison historique, un modèle iconique avec une histoire fantastique et avec un prix qui reste encore aujourd'hui abordable. Si toi, tu devais partir sur une Omega mécanique ou sur une Omega automatique, qu'est-ce que tu ferais? Personnellement, je prendrais une mécanique. Une mécanique parce que pour l'histoire. L'histoire de la Speedmaster, un verre Ezalite, mouvement mécanique. Le calibre 321, il me semble aussi. Par exemple. Aussi. Si on peut, c'est sûr que c'est très beau, vraiment. C'est très très beau. Là, on est sur du 42 mm. Exact. Et sur la Reduce 39 mm. 39, ok. Alors, comme elle est automatique, elle va être un tout petit peu plus épaisse, mais ça tombe très bien au poignet. Le bracelet pousse très bien le poignet. C'est un bracelet qui a un peu plus de maillons, il est un peu plus flexible, donc vraiment ça tombe très très bien au poignet dans les deux cas. C'est vrai que les maillons sont plus fins. Les maillons sont un petit peu plus fins, oui. Le bracelet a été travaillé différemment. Là, on voit que le maillon du milieu est poli. Sur la classique 42, le maillon du milieu est brossé, en tout cas sur le bracelet. Donc il y a quelques petites différences comme ça. Sur la Reduced, on a une graduation sur les minutes, 5, 10, 15, 20, ce qu'on ne va pas du tout avoir sur la Speedmaster 42. Donc c'est des petites différences comme ça. La Reduced, on pourrait dire que historiquement, avant d'être la montre des astronautes et la première montre sur la Lune, la Speedmaster c'est quand même une montre qui a été faite pour les pilotes automobiles. C'est vrai. Et ça, faut pas l'oublier. Et c'est vrai que la Reduced va peut-être se rapprocher plus de ce côté histoire de l'automobile. On a plus de codes qui vont rimer avec le milieu de l'automobile. Après, effectivement,
l'histoire de la Speedmaster, c'est la Oui, première montre sur la Lune. c'est- Plutôt, je dirais plutôt sur la 42, la 39 plutôt pour la partie histoire sur le côté automobile. Ok. La Moonwatch plus tournée sur la Lune et la Reduce Voilà. plus auto, qui est aussi très sympa. Enfin, mais c'est vrai qu'entre les deux, tu vois, mais personnellement, mais j'aurais une petite préférence pour la Reduce, déjà qu'on voit moins souvent, Ouais. qui est plus rare. Enfin, mais j'en ai dû voir une fois lors d'une soirée un poignet de quelqu'un, mais c'est beaucoup plus rare, mais qu'une Moonwatch qui est. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Après, c'est vrai que la Moonwatch en 42, il y a eu beaucoup de déclinaisons qui ont été faites, beaucoup d'éditions limitées. Peut-être même un peu trop. Ouais. Alors, qui sont très recherchés, hein, paradoxalement, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'exemplaires qui ont été faits. Et au contraire, c'est un modèle qui est très collectionné, qui est vraiment très sympa, parce qu'on peut trouver beaucoup de différences, beaucoup d'éditions particulières, tout ça. Donc, c'est vraiment un sujet intéressant. Après, pour la Reduced, il y avait eu aussi les Speedmaster qu'ils appelaient Speedmaster Racing. Où, Oui, tout à fait. là, on restait plus sur le côté héritage automobile que héritage lunaire. Où voilà, là, on avait plus le côté des bracelets en caoutchouc, des cadrans avec des petits liserés jaunes, des petits liserés rouges. Ou voilà. Ouais, bah, quelque chose de plus flashy, Exactement, oui. mais qui est très bien aussi. Et est-ce que tu aurais mis des petites anecdotes mais à nous raconter comme ça, mais sur le modèle, sur la marque Alors, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, moi, sur la Speedmaster, c'est qu'il y a plusieurs lunettes qui existent sur la Speedmaster. On connaît de manière générale la Speedmaster aussi pour sa lunette tachymétrique. Oui. Personnellement, effectivement, j'aime beaucoup la lunette pulsométrique sur les Speedmaster. C'est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup, qu'on ne trouve pas énormément. Lunette pulsométrique, c'était pour plutôt une utilisation pour les médecins, pour avoir les pulsations. Donc je trouve ça vraiment intéressant et je trouve qu'une Speedmaster lunette pulsométrique, on a un modèle historique, iconique, une lunette qu'on voit nulle part ailleurs d'ailleurs, qui est très sympa. Donc ça, je trouve que c'est un petit clin d'œil assez intéressant. Ouais, il y a d'autres lunettes, il y a la lunette télémétrique aussi qui a existé. Okay. On va vraiment changer la graduation à chaque fois, c'est ça qui est intéressant. Okay. Parmi toutes les montres Omega, mais c'est celle qui te plaît le plus, la Speedmaster? C'est celle qui me plaît le plus parce que aujourd'hui, je dirais que si on prend la collection Omega de manière générale, il y a beaucoup de pièces qui sont chargées d'histoire, mais la Speedmaster, elle a quand même, je trouve, une longueur d'avance là-dessus. Après, si on échange autour de la collection Seamaster, si on parle de la Diver, de la Planète Océan ou autre, c'est vrai qu'il y a c'est des montres vraiment intéressantes, c'est les montres de James Bond, c'est tout ça, c'est les montres édition pour les Jeux Olympiques, il y a tout ça, il y a vraiment tout cet héritage qui est très intéressant avec la fondation Good Planet, avec tout ça, il y a vraiment plein d'histoires, plein d'anecdotes, plein d'innovations, plein de brevets. Ils travaillent les matériaux, il y a des montres en céramique, des montres en titane, il y a vraiment de tout et c'est très sympa parce que c'est vraiment un terrain de jeu pour Omega qui peut se permettre beaucoup de choses et aller toujours essayer de chercher et d'innover un maximum. Donc je trouve que c'est une collection très intéressante. Après moi personnellement je resterai plus sur, tout en sélectionnant une pièce, je resterai plus sur une Speedmaster parce que le grand classique. Le grand classique de chez Omega. Ouais, qui est très très bien. Et niveau prix sur ces deux montres, à combien on est? Alors sur la version Reduced, on est aux alentours de 3 300 €. Sur la version 42 classique, on est à 5 200 €. Voilà. Notamment puisque sur celle-ci, on a un cadran tritium. D'accord. En fait, les matériaux qui étaient responsables de la luminescence des index, on a travaillé il y a eu plusieurs ères dans l'horlogerie. L'ère du radium, l'ère du tritium, Luminova, Super Luminova, où à chaque fois on va changer les matériaux. Ici, on a un cadran tritium, donc on voit en dessous, si on regarde bien, il n'y a pas écrit juste Swiss Made, il y a écrit T, Swiss Made T. Ça veut dire qu'on a un cadran avec du tritium. Ouh, il y a du tritium. Et niveau année, parce qu'on sait que maintenant les cadrans tritium, ça se fait plus. Effectivement. Après là-dessus, sur les deux pièces en question, je ne vais pas avoir les papiers d'origine, donc on ne va pas pouvoir avoir l'année exacte d'achat. Oui. Après, on estime que celle-ci sera, la classique 42 sera aux alentours de 94-95, okay. Et celle-ci, la Reduced, approximativement dans les mêmes années, peut-être 96-97, un petit peu après. Ok. Ça, c'était pour les Omega Speedmaster qui sont pour le coup, qui est la montre iconique d'Omega. Et maintenant, on va passer à une autre maison qui est peut-être un peu plus iconique, mais tu as quand même sorti deux pièces qui sont des icônes, quoi.
Vraiment. Il en manque une, qui est la Daytona. Il en manque beaucoup parce que Oui, il y a c'est vrai. beaucoup de collections qui sont iconiques chez Rolex. Mais tu as sorti une Submariner ainsi qu'une GMT. On va commencer par la GMT. Très bien. C'est une 16710. 16710. Voilà, une lunette bleue et rouge. Donc c'est déjà, Classique, c'est déjà une GMT Master 2. Ok. Voilà, c'est vraiment une pièce très intéressante. C'est vraiment une pièce vintage maintenant. On a un bracelet creux, on a un boîtier avec les cornes percées, on a un insert en aluminium, on a voilà, encore un cadran avec une typographie qui ne se fait plus aujourd'hui, qui change vraiment. Donc c'est vraiment maintenant une pièce vintage, une pièce iconique que la GMT, Ouais. c'est superbe. Surtout que la sub que tu as sortie, c'est une Submariner céramique. Enfin, lunette céramique, on est sur la 114060. C'est ça. Donc qui est le modèle avant celle qu'on peut trouver actuellement au catalogue. Pour toi, tu es plutôt modèle moderne, modèle vintage. C'est assez difficile comme question Oui. parce que les modèles vintage ont certains avantages et les modèles récents ont d'autres avantages. Tout à fait. L'idéal dans une collection, c'est de pouvoir avoir un peu des deux, d'avoir des pièces vintage et de pouvoir s'appuyer sur des modèles neufs qui sont complémentaires dans une collection. On ne va pas en avoir la même utilisation. Là, sur une 16710, c'est vraiment une pièce solide, ça ne craint rien, vous pouvez aller vous baigner avec, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais après, je dirais que c'est intéressant de pouvoir avoir une pièce référence 6 chiffres, comme cette pièce-là, une 114060, lunettes céramique. La céramique, c'est encore un peu plus solide. On a un boîtier qui est différent. On a une marge de manœuvre au réglage du bracelet qui est différente. Ouais, ça pour une utilisation au quotidien, Rolex a parfaitement travaillé un certain nombre d'éléments qui font que les pièces récentes sont peut-être plus faciles d'utilisation au quotidien. Je ne dis pas que le vintage, ça ne l'est pas. Vintage. Je dis que ça l'est aussi. Mais voilà, maintenant, ça a évolué et c'est différent. Après, bon, mais le problème de la céramique, c'est qu'on va plus avoir ce patinage dans le temps, mais qu'on aura par exemple sur une pièce c'est vraiment moderne. C'est deux marchés différents. C'est deux marchés différents et c'est deux états d'esprit différents. Si vous aimez le neuf, prenez une pièce neuve, c'est ce qui vous conviendra. Après, il y a des gens qui adorent le vintage et qui veulent que du vintage, il y a des gens qui veulent que du neuf, il y a des gens qui veulent les deux. Donc c'est vraiment effectivement deux états d'esprit différents. On ne va pas rechercher la même chose. On peut en avoir la même utilisation, mais on ne va pas rechercher la même chose. Une pièce vintage, comme tu le disais très justement, ça va patiner, ça va bouger, ça va prendre deux pièces, elles ne seront jamais pareilles. Il y a toujours quelque chose qui est différent. Ouais, la pièce a vécu, elle a son histoire. Maintenant, le client la porte, et c'est encore autre chose. Une pièce neuve, les pièces sont parfaitement pensées et produites. C'est juste différent. Vous mettez deux pièces à côté, des références 6 chiffres classiques, c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Ça évolue très bien dans le temps, ça vieillit très bien, mais les pièces sont les mêmes. C'est vrai. Après, bon, ça c'est pas encore une pièce vintage. Je pense que d'ici quelques dizaines d'années, ça deviendra une pièce. Et la frontière est maigre parce que vintage, c'est un terme qui finalement ne veut pas dire grand chose et c'est assez complexe de dire est-ce que cette montre est vintage ou pas. Même la 16710, c'est pas une pièce qui est très vieille, c'est une pièce qui est quand même assez récente, l'air de rien. C'était celle avant l'arrivée de la céramique sur les GMT. Après, c'est sûr que ça a beaucoup évolué, il y a eu beaucoup de références et ça a changé relativement vite. La Submariner comme ça sans date, aujourd'hui c'est pas une vintage, mais pourtant elle est quand même collector parce que c'est la dernière Submariner en 40 mm. Voilà, donc c'est un certain nombre de choses comme ça. Et c'est vrai, et qui a été commercialisé 10 ans, de 2010 à 2020, et qui est sorti pour être remplacé par un nouveau mouvement. Voilà. Maintenant, sur les nouvelles, vous avez effectivement le nouveau boîtier, donc les cornes sont un petit peu plus fines, voilà, tout a évolué un petit peu. Elle est un peu plus fine même, la pièce. Et effectivement, nouveau mouvement, donc 32-30 pour la pièce sans date, contre 31-30 pour cette pièce-là. Et on va le reconnaître notamment puisque sur l'inscription Swiss Made, on verra que sur les nouveaux mouvements, il y a une petite couronne qui apparaît entre Swiss et Made, ce qui veut dire qu'on a le nouveau mouvement. Nouveau mouvement qui est travaillé sur la réserve de marche, sur les anti-chocs, sur un certain nombre d'éléments comme ça qui sont importants pour voilà, la précision et la qualité de la pièce.
Complètement. Et niveau prix sur ces deux modèles, à combien on est? Alors sur la Submariner sans date, on va être à 13 600 euros. Ok. Et sur la GMT, on va être aux alentours de 13 100 euros. D'accord, ok. Donc une pièce enfin un peu plus moderne va être un peu plus chère qu'une pièce un peu plus Voilà. Après, vintage. c'est pas nécessairement comparable Ouais, parce que c'est c'est vraiment vrai. deux pièces très différentes, deux états d'esprit différents, Ok. plus collection, plus un modèle un peu plus récent. Donc voilà. Est-ce que vous garantissez ces modèles? Alors ici, on va garantir les pièces 2 ans. Ok. Elles sont toutes révisées et typiquement pour continuer sur Rolex, Oui. la Submariner par exemple, elle sort d'une révision par des horlogers agréés par la marque. Et voilà, donc selon les standards de la maison Rolex. Et du coup, une garantie par Bucherer. Voilà, exactement. Garantie par Bucherer pendant une période de 2 ans. Où on va donner pour chaque pièce une petite carte, un certificat. On va avoir la référence, le numéro de série, ce qui garantit la pièce pendant 2 ans. Pendant 2 Voilà. ans. Ok. Et parmi ces 4 montres, laquelle préfères-tu? Si tu C'est pouvais en c'est- choisir. c'est une question difficile. Je dois avouer que la Submariner sans date, j'aime beaucoup parce que Ouais. sans date, j'adore la Submariner sans date. Ça a un côté très symétrique qui est très intéressant et c'est la montre du quotidien. Honnêtement, vous regardez qu'on peut ça porter, tous les jours, toute l'année. C'est n'importe solide, quand. c'est précis, c'est robuste, c'est une histoire fabuleuse, c'est une maison extraordinaire. Donc oui, je pense que je prendrais la Submariner sans date. Là, ça me semble Qu'est-ce que tu prendrais sur le plateau alors? Je pense que je serais comme toi, hein. Mais Ah oui? grosse hésitation avec C'est pas facile. Ouais, avec la Radius qui, je trouve, est super belle. Mais bon, le classique, c'est la Submariner, quoi. Merci à toi. Merci beaucoup. Ouais, et puis c'était très cool. Et puis dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces 4 montres et laquelle préférez-vous. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la boutique Bucherer à Paris, où vous allez pouvoir retrouver Gonzague, justement. Et on vous dit à la prochaine. Merci Salut. beaucoup, à bientôt.